Bienvenue, très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce jeudi, comme tous les jeudis, nous donnons la parole aux politiques et aux organisations de la société civile. Ce matin, notre invité, Maître Jean Yaovi Degli, avocat, ancien ministre délégué chargé des relations avec le Parlement de transition, le Haut Conseil de la République. C'était son nom. Il était le porte-parole du gouvernement aussi. Aujourd'hui, il est président de l'association Bâtir le Togo. Ce matin, avec lui, nous souhaitons discuter des questions qui engagent la nation, la vie de la nation. Ça fait presque 6 mois que la nation est ébranlée par une crise politique aiguë qui peine à être réglée. Les différents protagonistes entendent s'asseoir, mais depuis, rien ne se fait. Le pays est aux arrêts sur le plan économique. Quel règlement politique a cette crise ? On va en parler. Bienvenue. Juste une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin, puisque à cette heure, on en a parlé largement. Vous avez dans les kiosques ce jeudi le quotidien Liberté. Vous avez le quotidien Forum de la semaine. Le changement aussi est dans les kiosques. Le Patriote, la Nouvelle Tribune. Le journal Tingo Tingo, l'hebdomadaire Le Rendez-vous. Ouara les vainqueurs aussi dans les kiosques ce matin. Chronique de la semaine. Voilà les journaux que vous pouvez retrouver dans les kiosques ce matin. Également le journal La Voix du Peuple, Vos Populi. Comme dit notre invité ce matin, Maître Jean Yaovi Degli. Maître Degli, bonjour. Bonjour mon cher ami, et bonjour à tous les auditeurs, bonjour au peuple togolais, meilleurs vœux à chacun. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Alors, aujourd'hui, la situation socio-politique du pays interpelle tout le monde. Vous êtes président de l'association Bâtir le Togo. Et il y a un constat qui a été fait par nos concitoyens, c'est que les intellectuels, les leaders ne parlent presque pas, ne se prononcent presque pas sur les sujets. Est-ce que vous savez pourquoi ? Faisons une différence d'abord. Les intellectuels ou les leaders? Les leaders de quoi? Tous les leaders ne sont pas intellectuels et tous les intellectuels ne sont pas leaders. Voilà. Les leaders professeurs d'université, par exemple. Oui. Les intellectuels ne s'expriment pas beaucoup. Peut-être, ils n'en pensent pas moins. N'oubliez pas, il y a quelque chose qui a profondément marqué ce pays. Je me rappelle quand nous avons commencé les mouvements dans les années 90 pour réclamer la démocratie et l'état de droit, c'est essentiellement les intellectuels qui sont intervenus. Déjà, nous les jeunes qui avons une certaine éducation scolaire, universitaire, très nombreux dans le mouvement, et puis de l'autre côté, beaucoup d'enseignants. Le professeur Kakouvi, le professeur Togo Atta, un certain nombre d'enseignants de l'université qui intervenaient, qui écrivaient. Certains écrivaient bien sûr sous le couvert de noms de voilà, ou alors nous remettaient des choses à publier, mais beaucoup sont intervenus. Le problème, c'est que je crois la manière dont les mouvements de revendication des années 90 sont terminés, avec beaucoup de trahison, cela refroidit beaucoup de personnes. Surtout que certains se sont vus taper sur le doigt après, parce qu'ils se sont montrés, et après, le régime s'est retourné contre eux. Cette situation pour des Togolais qui, de nature, ne sont pas très habitués à intervenir sur la chose politique, je crois, a dû beaucoup jouer. Donc aujourd'hui, les gens pensent beaucoup de choses, mais ils préfèrent rester un peu dans leur coin, ou du moins émettre leurs réflexions seulement en privé. C'est ça. En même temps, ces personnes sont censées éclairer l'opinion, la nation. Un peuple qui n'a pas d'éclaireur, c'est un peuple voué à l'échec qui ira à sa perdition. Je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai, mais tout le monde n'est pas prêt à ce sacrifice. Puis vous savez, comme on dit chez nous, lorsqu'il y a des choses qui tombent d'en haut, chacun met sa main sur sa tête d'abord. Certains veulent sauver leur peau. Certains veulent penser à eux. Et malheureusement, dans notre société, il y a beaucoup qui ne pensent pas qu'ils peuvent intervenir, ou du moins qu'ils doivent faire quelque chose pour que l'ensemble soit sauvé et qu'eux ils soient sauvés. Et moi, ma conception de la vie, de la nation, de la vie tout court, c'est que tant que les autres ne sont pas sauvés, toi seul tu ne seras pas sauvé. Surtout dans les affaires d'un pays. Il faut que tout le monde ait quelque chose pour que toi aussi tu puisses avoir ce quelque chose-là et plus que ce quelque chose-là. Et souvent,
lorsque vous êtes dans une situation où, par exemple, actuellement, le pays est en difficulté économiquement, qui de nous peut dire qu'il va tirer facilement ses marrons du feu? Si c'est 50 000 que vous voulez gagner et que vous êtes obligé de vous contenter de 30 000, vous n'avez pas gagné ce que vous devez gagner. Donc, si vous aidez pour que ça aille mieux, nécessairement les retombées viendront à vous aussi. Et c'est pour cette raison que certains d'entre nous font le sacrifice. Mais tout le monde n'est pas prêt à faire des sacrifices. Les gens préfèrent rester dans leur petit coin, éviter surtout de se montrer, éviter de dire quoi que ce soit, et c'est dommage. Alors, je sais que les enseignants, beaucoup d'enseignants, au moins au niveau de leurs étudiants, parlent, mais cela ne suffit pas. Que dans les amphis, peut-être. Exactement, cela ne suffit alors, pas. On ne peut-être demande pas trop aux intellectuels togolais, à ces leaders d'opinion, ces professeurs d'université, de se prononcer forcément sur la question politique. Mais en économie, par exemple, le Togo connaît des difficultés énormes aujourd'hui. Mais sur ces questions, c'est difficile d'avoir des gens, des interlocuteurs qui expliquent, qui interprètent, qui renseignent, qui orientent l'opinion. Eric, tout ça là, c'est de la politique. Ah oui? L'économie, c'est de la politique. Le social, c'est de la politique. Et tout ça là touche à la politique. Et justement, la crainte des gens, vous la connaissez, c'est que quand je vais dire que l'économie va mal, celui qui dirige le pays va m'en vouloir. C'est dommage, mais c'est comme ça. Quand je vais dire que non, qu'il y a trop de chômeurs, il faut régler ce problème, derrière, on va voir immédiatement. Et le Togo est comme ça. Le régime de parti unique que nous avons vécu pendant des années sous Eyadema, et puis dont les relents sont toujours restés jusqu'à aujourd'hui, est comme ça. Tout ce qui ne dit pas ce que veut entendre le pouvoir est ennemi. Ce n'est pas un adversaire, c'est un ennemi. Ok? Il y a plusieurs fois où vous entrez dans les administrations où les gens refusent de vous servir. Ben aujourd'hui, Dieu merci, on n'a plus la même chose en disant celui-là c'est un opposant. Vous vous imaginez, l'opposant est un ennemi. Or, en réalité, l'opposition, c'est l'autre partie de la gouvernance qui apporte quelque chose ou qui, par sa contestation, donne la possibilité au gouvernant de rectifier les tirs. Chez nous, au Togo, ce n'est pas comme ça. Dès lors que vous dites quelque chose, ou vous faites quelque chose, qui n'est pas ce que veut voir, ou ce que veut entendre celui qui est au pouvoir, eh bien, vous êtes catégorisé ennemi. Et on cherchera par tout moyen à vous détruire. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, dans ces genres de sociétés, lorsque vous avez ceux qui sont capables de dire, de faire, pour éclairer, qui à un moment donné ne le font pas, il faut savoir donner, il faut savoir couper la poire. On peut avoir des critiques vis-à-vis d'eux, mais il faut aussi essayer de comprendre pourquoi ils ont certaines positions. Et je ne suis pas en train de les défendre, je ne prends pas parti pour eux, mais j'essaie juste d'expliquer, parce compte tenu du fait que j'ai vu la situation des années 90, quand tout le monde a cru que finalement un changement est en train de poindre, j'ai vu comment les intellectuels ont réagi. Et aujourd'hui, je vois comment ils réagissent. Les gens rasent les murs. Les gens ont des idées. Moi, je rencontre des gens qui me disent plein de choses. Mais est-ce qu'ils vont oser? Hypocrisie. Quand on a des convictions, on les défend. Absolument, on les défend. Mais quand on a des convictions et qu'on a peur de perdre son pain en les défendant, vous savez, on fait un calcul utilitaire. Survie? Oui, on fait un calcul utilitaire. Entre mon pain et la défense de l'intérêt général, qu'est-ce que je choisis? Je veux garder mon pain. Et comme chez nous, les gens sont très attachés à l'intérêt personnel, beaucoup n'osent pas mouiller leur maillot pour aller défendre la veuve et l'orphelin. C'est ça. C'est malheureusement ça. Vous êtes président de l'association Bâtir le Togo. Je sais que vous vous portez bien dans votre association. Mais est-ce que vous avez le sentiment que le Togo se porte bien aujourd'hui? Du tout. Maître Degli? Non, du tout. Notre pays se porte très mal. Il se porte d'autant plus mal que dans la sous-région où des gens sont moins nantis que nous sur le plan des ressources. Nous nous retrouvons à être souvent à la queue. Des gens se portent beaucoup mieux que nous sur tous les plans. Sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, le Togo va mal. Et ce n'est pas ce pays que vous avez rêvé en 92? Du tout. Ce n'est pas ce pays que j'ai rêvé. Ce n'est pas ce pays que je continue de rêver. Et je trouve dommage que les choses aillent telles qu'elles vont. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça finalement aujourd'hui? Non, je crois que le gros problème se trouve dans la façon dont à la fois ceux qui sont au pouvoir et ceux qui les combattent agissent. Et je continue de penser profondément que le gros problème du Togolais, surtout dans la gouvernance, c'est la non-mise au centre de
toutes nos actions de l'intérêt général. Oui. Le fait de ne pas être focalisé sur l'intérêt général. Le fait d'être dans un régime ou dans un système qui ne conçoit pas pour le moment qu'on gouverne pour le peuple. La gouvernance se fait pour ceux qui sont au pouvoir, pour ceux qui les entourent et pour ceux qui les soutiennent. Vous avez écouté Faure Gnassingbé le 3 janvier dernier, il a parlé de la jeunesse, il a parlé de la pauvreté, il a parlé de, voilà, il a parlé de beaucoup de choses. Ça suppose qu'il s'intéresse aux problèmes de la société. Oui, en fait, je suis resté... j'étais en exil quand le président Faure Gnassingbé a été élu en 2005, en tout cas quand il est arrivé au pouvoir. Et je crois que je suis peut-être l'une des rares personnes qui ont commenté le programme politique que le président de la République avait à l'époque. Mais c'était extraordinaire. Et dans mon livre, Togo, à quand l'alternance politique, qui a été publié en octobre 2007, Oui. j'ai dit que si ce monsieur arrive à faire ce programme, mais le Togo est sauvé et on oubliera définitivement les années de difficulté que les Togolais ont passées avec son père. Au jour d'aujourd'hui, je suis toujours sur ma soif. Je suis toujours. Il y a une grande différence entre ce qu'on dit. Il y a une grande différence entre ce que le chef de l'État dit chaque fois et ce qui se fait. Et je ne sais pas si le chef de l'État a véritablement un mécanisme pour suivre à la lettre ce qu'il dit. Et ça, c'est un gros problème. Il y a un grand fossé entre les promesses du chef de l'État et les réalisations concrètes. Même dans les domaines où le régime ou le pouvoir fait effectivement quelque chose, combien de personnes ressentent ce que le pouvoir fait? Il y a des actions qui sont faites. C'est vrai, on ne peut pas jeter le bébé avec le bain, je le dis toujours. Il faut reconnaître à César ce qu'il y a à César. Le chef de l'État fait faire des choses. Il y a beaucoup d'actions qui sont conduites. Il y a beaucoup d'actions dont on parle. Mais quel est l'impact effectif sur nos populations? C'est là le problème. Par exemple, vous imaginez, je suis de ceux qui ont soutenu et applaudi le programme d'infrastructure et notamment d'infrastructures routières du chef de l'État. Et j'ai toujours dit que si le général Eyadema, son père, avait fait ne serait-ce que le quart de ce que le fils est en train de faire, en tout cas, et de vouloir faire, le Togo ne serait pas en matière de voies de communication là où il est aujourd'hui. Mais lorsque, après quelques années, les gens viennent vous sortir des factures de ces routes et que vous avez l'impression qu'en fait, quand on a fait une route pour 100 francs, des gens ont empoché 300. C'est difficile de concevoir que ça va dans l'intérêt de ce peuple. Vous avez l'impression que, en réalité, cette infrastructure qu'on a mise en route, en donnant l'impression que c'est pour le peuple, rien que pour le peuple, en réalité, c'est parce que des gens ont envie de s'empocher un certain nombre de choses, ou du moins de s'enrichir. Et ça diminue l'intérêt du projet. Ça diminue la portée même du projet. Lorsque l'on crie sur certaines choses, par exemple, l'on dit, bon, finance inclusive. Oui. Allez à l'intérieur du pays, et puis vous verrez combien vous de y allez souvent. Mais j'y vais souvent. Je vais en tant qu'avocat, oui. Je vais en tant que natif de Kloto, je sillonne le pays et je rencontre des gens. Combien de personnes véritablement cela touche? Je préfère, si c'est seulement 10 000 qu'on peut donner à ces bonnes dames pour les aider, je voudrais voir 200, 300 000 dames d'une préfecture avoir cela, plutôt que de dire qu'on va leur donner 50 000 et de n'en donner qu'à 5 personnes. Et puis après, lorsqu'on fait, on fait beaucoup de bruit autour, on a l'impression que ce n'est rien du tout. Et puis, les explications ne sont pas bien faites. Moi, j'ai rencontré des bonnes dames qui m'ont dit, nous n'irons pas chercher cet argent parce que c'est l'argent des gens d'UNIR. Et que quand on va aller chercher, on va nous demander de supporter UNIR. Vous voyez, il y a un manque d'explication. Non seulement un manque d'explication, mais il y a aussi le fait que pendant longtemps, le régime a fonctionné comme ça. C'est ceux qui sont adossés au régime, c'est ceux qui supportent le régime, c'est ceux qui soutiennent le régime qui ont les retombées de la gestion économique du pays, ce qui ne doit pas être le cas. C'est-à-dire que Faure Gnassingbé gouverne pour une partie des Togolais, une oligarchie par exemple. Malheureusement, c'est ça. C'est ça l'impression qu'on a et c'est ça la réalité qu'on a. Vous savez, aujourd'hui au Togo, beaucoup de personnes qui sont dans le domaine du business, du domaine des affaires, oui. Vous en trouvez très peu qui sont étiquetés opposition. Tous ceux qui sont dans le domaine des affaires veulent être étiquetés parti UNIR. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
Non, ce n'est pas normal. Et vous entendez aujourd'hui... Mais il faut être avec les forts. Pendant longtemps... Ceux qui sont au pouvoir. Pendant longtemps, ce régime a fonctionné de façon tribale. C'est certaines ethnies qui sont favorisées. Aujourd'hui, vous avez la même chose. Mais ça évolue ça évolue un peu. Ça a évolué un peu. Ça a commencé sous le général Eyadema avec les contestations. Quelque chose semble avoir évolué, mais malheureusement, on n'a pas le sentiment qu'il y a quelque chose de véritablement palpable. Ok? Vous entendez aujourd'hui, par exemple, des gens vous dire que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est les Kotokoli qui l'ont engendré. Demain, quand on va reprendre la situation en main, ils vont voir. Mais on ne peut pas gouverner un pays avec ce genre de mentalité. On ne peut pas. Mais ce discours, ça ne sort pas de la bouche des dirigeants de ce pays. Ce sont des citoyens qui commentent cela. Non, ce n'est pas ça des simples citoyens. Le discours est sorti de la bouche des gens qui sont plus importants que les simples citoyens. Si j'en parle, c'est à cause de ça. Et j'ai eu à dire à des gens, mais vous ne pouvez pas tenir ce genre de discours. Vous ne pouvez pas avoir ce genre de comportement. Vous ne pouvez pas avoir ce genre d'attitude. Il y a des problèmes dans ce pays, que ce soit un Kotokoli qui un jour ait pu mobiliser les gens pour revendiquer, ou du moins pour porter les problèmes à l'attention de ceux qui doivent le régler, peu importe. Cela peut être quelqu'un de Cloto, cela peut être un Kabié, cela peut être quelqu'un de Mango, cela peut être un Tchokosi. N'importe qui aurait pu relever ces problèmes. À un moment donné, c'est tombé sur quelqu'un qui est Kotokoli. Mais est-ce que ça c'est un problème? Est-ce que réellement les difficultés que le Kotokoli a évoquées et qui sont devenues aujourd'hui les difficultés que tout le monde met en avant, est-ce que ces problèmes existent, oui ou non? C'est ça qu'il faut voir. Si ces problèmes existent, ce n'est pas tant le fait qu'ils soient que l'attention soit attirée là-dessus par un Kotokoli ou un Kabié ou un Neve ou un Mina, ce n'est pas ça qui compte. C'est le problème qui compte. Comment faire pour le régler? Et je regrette, certains de ces problèmes, le chef de l'État aurait pu les régler depuis, pendant qu'il y avait la calmie. Il aurait pu les régler. Le président Faure Gnassingbé a eu beaucoup de leviers qui n'ont pas été utilisés. Je regrette, je continue de le dire. Et je continue de dire, comme je l'ai affirmé dernièrement dans mon vœu à la nation, que les gens qui entourent le chef de l'État, malheureusement, ne lui disent pas la vérité. Les gens se comportent autour de lui comme des courtisans qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre ou alors ce qui peut flatter ses oreilles. Rien ne va... C'est dangereux quand même, non, pour la nation. Malheureusement, c'est dangereux. C'est dangereux, mais ça a été toujours comme ça dans le passé. Ça a été toujours comme ça dans le passé, c'est toujours comme ça aujourd'hui. Je ne crois pas que les gens qui entourent le chef de l'État lui disent la vérité. Je ne crois pas. Moi, vous m'excusez... Ou on lui dit la vérité, il fait autre chose. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des gens qui présentent des choses au chef de l'État. Un président de la République, hein, c'est vrai, il peut essayer d'avoir des contacts et puis d'avoir des informations. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent à lui et qui lui disent la vérité sans lui cacher, sans rien lui cacher du tout pour qu'il puisse apprécier, parce que lui-même ne peut pas être partout, raison de sécurité, question de sécurité oblige, il ne peut pas être partout. Il faut qu'il y ait des gens qui lui remontent véritablement ce qui est la réalité de ce pays et qui l'amènent. Parce que une chose est de remonter l'information, une chose est d'amener le chef de l'État à prendre des actions. Et à prendre des actions par des gens, à travers des gens qui, parce que ce n'est pas lui-même qui va aller agir partout, à travers des gens qui agissent véritablement, qui ont un résultat, et la réalité du résultat est ramenée au chef de l'État. Aujourd'hui, on n'a pas ça. La fois dernière, j'ai entendu que le chef de l'État a créé une commission présidentielle pour le suivi des projets, ou du moins des programmes. Mais ça ne servira à rien. Si on est dans la configuration... de contrôle. Si on est dans la configuration dans laquelle on est aujourd'hui, avec des gens qui entourent le chef de l'État, avec l'idée première que, bon, je vais tirer de celui-là le maximum de profit pour moi, cette commission ne servira à rien. Si le chef de l'État y met des gens qui sont capables de faire abstraction de leurs intérêts personnels, de travailler pour l'intérêt du pays, de venir lui dire la vérité, de suivre les choses pour lui, de ne pas être focalisé sur leur propre poche, sur leur propre ventre, ça marchera. Mais sinon, cette commission, elle aura exactement le rôle de non-rôle que les autres ont eu, que les ministères ont eu jusqu'à présent. Qui n'avait pas marché. Exactement. Et ça, je ne sais pas comment le président de la République va le faire, mais je crois qu'il en a besoin. Vous avez foi qu'on sortira de ce marasme beaucoup plus économique? Est-ce que vous avez foi à l'avenir?
le jour où je n'ai plus foi, je ne parlerai même plus. Je crois que... Ah oui. Ouais, je ne parlerai plus. J'avais foi dans ce pays, c'est à cause de ça que je suis revenu. Je ne suis pas revenu au Togo parce que j'avais faim à l'étranger. Les gens qui m'ont vu à l'étranger ont vu dans quelle situation j'étais. Je crois que, sans dire que j'étais très aisé, j'avais quand même de l'aisance quand j'étais à l'étranger. Mais ce pays, j'y crois. Et c'est à cause de ça que je suis revenu. Alors, depuis presque 6 mois, il y a une situation qui a cours dans le pays. Je sais que vous avez commenté beaucoup cette situation politique. Et depuis, les différents acteurs parlent du dialogue. Le gouvernement a été le premier à l'amorcer. Et il y a même un communiqué qui a été rendu public en début du mois de novembre où le gouvernement indique que prochainement, il y aura des discussions politiques, des discussions inclusives d'ailleurs. Et depuis, il n'y a rien en face. Faure Gnassingbé, prenant la parole dans le magazine Jeune Afrique, a encore ébruité l'idée des discussions politiques. Pas plus tard que le 3 janvier dernier, il en avait qu'à. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que tout ça la traîne aujourd'hui? Tout ça la traîne parce qu'il n'y a pas la volonté politique, d'un côté comme de l'autre. Du côté du pouvoir, je ne crois pas que le pouvoir souhaite véritablement le dialogue tant qu'il n'est pas sûr que les résultats lui seront favorables. Il faut vous dire la vérité. Faut vous dire la vérité. Je suis sans langue de bois, vous me connaissez. Oui, sûr. Le jour où le pouvoir sera sûr que les résultats qui sortiront de cette discussion lui seront favorables, en tout cas iront dans le sens de ce qu'il a prévu et conçu jusqu'à présent, les dialogues se feront. Mais je crois que le chef de l'État est prêt pour le dialogue. Ce dialogue, comment faire en sorte qu'il aboutisse à des résultats qui nous favorisent, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'il parle de dialogue, il coupe le dialogue avec le référendum. Comment coupler un dialogue avec un référendum? Si on a un dialogue et que du dialogue sort ce qui est bon pour le peuple, pour le pays, pourquoi aller à un référendum? Le référendum servira à quoi? Quand on a modifié la Constitution plusieurs fois en 2005, est-ce qu'on a eu besoin de référendum? Non. Dans une même nuit, on a modifié la Constitution 3 fois. On a eu besoin de référendum. En 2003, en 2002, fin 2002, quand son père l'a fait modifier, on a eu besoin de référendum. On n'a pas eu besoin de référendum. On peut faire une loi constitutionnelle à l'Assemblée. Si les acteurs se mettent d'accord sur quelque chose de concret, eh bien, la traduction se fera à l'Assemblée et le peuple applaudira. Mais si on vous parle de dialogue et en même temps de référendum, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que une supercherie. On se dit pratiquement une supercherie. Je ne vous donnerai pas le mot, mais c'est pratiquement une supercherie parce qu'on ne peut pas parler de dialogue et en même temps parler de référendum. Je trouve que les deux aujourd'hui ne me semblent pas être en harmonie. Nous sommes dans une situation où on dit le chef de l'État a reconnu effectivement qu'il y a des problèmes. C'est pourquoi il parle de discussion, de dialogue. Nous avons reconnu qu'il y a des problèmes. Et ce n'est pas seulement les problèmes politiques, ce n'est pas seulement la réforme. Le nombre de personnes qui sont dans la rue depuis le 19 août, ce n'est pas seulement pour les réformes politiques que ces gens sont dans la rue. La plupart ont leur ras-le-bol. Des gens n'ont pas à manger. Des gens sont dans la misère. Des gens ont énormément de difficultés sur tous les plans, surtout sur le plan social. Et beaucoup qui se retrouvent dans la rue aussi pour ça. Si nous pensons qu'à travers un dialogue, nous pouvons au moins trouver une partie de solution, nous n'avons pas à parler encore de référendum. Parce que, justement, le référendum, c'est que nous n'avons pas trouvé de solution et nous nous adressons au peuple pour qu'il décide. Oui, mais alors que si nous avons trouvé... au Parlement, entre-temps, et les députés proches du pouvoir ont voté, sauf que le quorum n'a pas été atteint, et la voie idéale pour qu'on se mette d'accord, c'est qu'on s'adresse directement au peuple. Mais c'est contre tout cela qu'il y a les manifestations, non? C'est contre tout ça. C'est contre cette loi qui veut envoyer les réformes au référendum qu'il y a les manifestations. Alors, s'il y a les manifestations, on décide qu'il y a effectivement problème et qu'il faut s'asseoir et discuter, trouver une solution. On va au référendum après. Moi, j'ai eu des discussions dans les années 90 avec le général Eyadema sur des sujets du pays. Quand on s'est mis d'accord, on a traduit ça dans la réalité. La loi qui a permis que les réfugiés politiques reviennent au Togo, on a été d'accord, il n'y a pas eu de référendum. On est parti et puis l'Assemblée a voté une loi dans ce sens. Les partis politiques, la nécessité d'avoir des partis politiques, le général Eyadema n'en voulait pas. Même si en 67, il a dit on ne peut pas danser sapristier soi-même, il faut au moins 2 partis. Lorsque le moment est venu et qu'il a pris gros pouvoir, le multipartisme, ce n'était plus son problème. Mais lorsque nous avons manifesté qu'il a accepté de discuter et qu'on a discuté avec lui, mais on n'a pas été faire un référendum pour faire la loi qui a autorisé la naissance des partis politiques. Alors, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on va aller d'abord à un référendum, alors que
référendum, c'est aussi prévu par les tests républicains. Ce n'est pas une faute de demander d'aller au référendum. Je ne parle pas de faute. Je parle de l'opportunité d'un certain nombre de choses. Pourquoi en 2006, lorsqu'on a fait l'accord politique global, on n'a pas été faire un référendum? Pourquoi on a considéré que les Togolais sont assis, qu'ils ont discuté, qu'ils sont mis d'accord, on n'a plus fait de référendum. Pourquoi aujourd'hui on a besoin de référendum? Et je vous ai posé la question. Mais les modifications constitutionnelles qu'on a eues jusque-là, combien de fois on a été au référendum pour les faire? Aucune fois. Aucune fois. On a été au référendum pour adopter notre constitution en 92. Oui. Et on n'a plus été au référendum pour adopter quoi que ce soit ou pour modifier la constitution. Aujourd'hui, on peut faire la constitution, on peut faire des modifications constitutionnelles sans aller au référendum. Pourquoi on met toujours en avant l'idée de référendum? C'est pour dire qu'il y aura nécessairement une pomme de discorde. Et je sais que sur ce plan-là, le régime sait où se trouve la pomme de discorde. C'est sur le nombre de mandats que peut ou que ne peut plus faire le chef de l'État. Et c'est là où se trouve le problème. Mais je crois que quand on va aller s'asseoir et discuter, on peut trouver une solution. Est-ce que la discussion d'un côté comme de l'autre, il y a eu des erreurs. On aurait pu régler ce problème-là en 2014, qu'aujourd'hui, on attendra 2020 pour que le chef de l'État s'en aille. Vous avez quand même mené un mouvement dans ce sens-là pour qu'on puisse voter les tests et qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais vous n'avez pas été suivi par une partie de l'opposition. C'est ça. Alors, on va revenir sur le test de 92 tout à l'heure. Mais aujourd'hui, telles que les choses se présentent, est-ce qu'une discussion politique aujourd'hui pourra régler le problème togolais véritablement? Bon, avant de répondre à ça, je disais tout à l'heure que d'un côté comme de l'autre, il y a des réticences. En tout cas, il y a un manque de volonté politique. De la mauvaise foi un peu partout? Oui, du côté de l'opposition, il y a aussi des gens qui sont de mauvaise foi et qui veulent amener ce mouvement. Comment ça? Fait, ça fait 6 mois qu'ils sont dans la rue. Et il y a des gens pour qui être dans la rue est suffisant. Ils ne veulent pas que cela se traduise dans une réalité. Comment ça? Et il y a des gens, malheureusement, il y a des gens que cette situation arrange. Ils préfèrent être dans la rue. Si ça se traduit dans une réalité, ils perdent leur position, ou en tout cas demain ils ne peuvent plus représenter grand chose, et ils ne veulent pas que cette situation se traduise dans une réalité concrète pour le peuple togolais. Ils préfèrent que l'impasse... Ils chantent tout le temps les réformes, le départ de Faure Gnassingbé et beaucoup d'autres choses encore. Je viens de vous dire tout à l'heure longuement du côté du pouvoir le nombre de fois qu'on chante sans que ces chants se traduisent dans la réalité. La même chose du côté de l'opposition, où des gens chantent. J'ai entendu, par exemple, au début de ce mouvement, la façon dont rapidement on a voulu dévier de la constitution de 92 et des réformes vers le départ immédiat de Faure Gnassingbé. Vous pensez que c'est fait de façon anodine? C'est pour noyer le mouvement. C'est pour empêcher le mouvement d'aller à son objectif précis. C'est pour noyer le mouvement. Ne vous faites pas d'illusions. Hein. Lisez les politiques. Moi, c'est mon rôle. Les gens se demandent pourquoi je ne vais pas dans la rue avec Tout le monde ne va pas aller dans la rue. Il faut qu'il y ait des gens qui analysent, qui proposent des solutions et qui donnent des conseils. J'en ai donné plusieurs fois déjà à l'opposition. Et puis, j'ai eu à en donner aussi au pouvoir lorsque le moment est venu. Et en tout cas, à chaque fois que je parle, je dis ce que je pense doit être fait d'un côté comme de l'autre. Donc, il y a ça de tous les côtés. Alors, aujourd'hui, est-ce que le dialogue est encore possible ou pas? C'est la seule voie. Et ça, je suis d'accord avec le chef de l'État quand il a dit dans son discours, c'est la seule voie. Et c'est la seule voie. Même dans Jeune Afrique, il a dit, le dialogue est la seule. C'est la seule voie. Alors, comment est-ce qu'il mettra en œuvre un dialogue qui soit un dialogue acceptable? Ça fait plusieurs semaines que tout le monde dit dialogue, mais on ne voit jamais le dialogue. Oui. À un moment donné, qui est la tête de pont? C'est le chef de l'État. Oui. C'est à lui de prendre l'initiative. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il faut que Faure Gnassingbé prenne ses responsabilités. Vous le voyez aujourd'hui dans cette posture, véritablement? Je le vois toujours dans cette posture. Il est le président de la République. Vous savez, je dis toujours quelque chose. Aujourd'hui, je ne cherche pas à être président de la République. Celui qui est là, je fais avec. Mais tant que quelqu'un veut être président de la République, en tout cas, tant que quelqu'un est installé dans ce rôle, il faut qu'il joue la partition qu'il faut pour ce peuple. Il faut qu'il fasse ce qui est bon pour ce peuple. Et c'est en ce sens-là que Faure Gnassingbé étant, au jour d'aujourd'hui, le président de la République togolaise,
je ne manquerai aucune occasion de l'appeler à ses responsabilités. Il faut qu'il fasse ce qui est bon pour ce pays. Et ce qui est bon pour ce pays, c'est que tout ce qui se passe dans la rue aujourd'hui se résolve dans un dialogue sincère et honnête, dont les résultats se traduiront dans la réalité pour le peuple togolais. Mais si on ne passe pas par le dialogue, le problème demeure. On peut croire aujourd'hui qu'on a repris la situation en main. Demain, cela nous reprendra. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on lit les faits et gestes, le sentiment qui se dégage, c'est que le pouvoir de Faure Gnassingbé a repris la main. Il annonce de nouvelles des élections prochainement. La CENI qui travaille, les CELI qui ont été choisis hier et le boulevard est tracé. Faure Gnassingbé n'est plus inquiété. Oubliez ces termes de boulevard. On m'avait dit à un moment donné qu'il y avait un boulevard très large devant Faure Gnassingbé. J'ai vu comment il s'est réduit. Il s'est réduit à moins qu'un sentier qui va dans le champ de mon grand-père. Vous avez vu à partir du 19 août comment le boulevard s'est réduit. Donc faisons attention à cette histoire de boulevard. Il n'y a jamais de boulevard en politique. Jamais. Les lendemains en politique, personne ne peut avec certitude les définir. Ok? La seule chose, c'est de déterminer votre projet. Qu'aujourd'hui le pouvoir a repris la main? Apparemment, le pouvoir a repris la main. Apparemment, le pouvoir a repris la main. Je ne suis pas aussi sûr que ça. Vous savez, il y a quelques mois, avant le 19 août, on avait l'impression que rien ne peut plus se passer dans ce pays. C'était le calme. Et que Faure Gnassingbé allait tranquillement mourir au pouvoir, un jour. Ok? Et vous avez vu ce qui s'est passé depuis cette période. Faisons attention. Faisons attention. Gouverner, c'est prévoir. Il vaut mieux prévoir que demain, la situation peut revenir et revenir de façon pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Et donc aujourd'hui, chercher à régler tous les problèmes, plutôt que de se dire, on a repris la situation en main. Donc, chercher à organiser les élections sans que le problème ne soit réglé véritablement, c'est s'amuser un petit peu avec le feu. J'ai comme l'impression que nous avançons. On ne peut pas avancer dans un pays qu'on gouverne sans que le peuple vous suive. Vous avancez, vous allez où? Nous avançons, nous qui avançons? Nous qui gouvernons, nous avançons. Vous avancez entre vous et le peuple. Est-ce que vous suivez? Vous savez, le navire d'un peuple est un navire dans lequel le timonier doit toujours faire attention à l'équipage et aux passagers. C'est très important. C'est une course dans laquelle vous devez compter tout le monde avec vous. Oui. Si vous courez trop vite et qu'ils ne vous suivent pas, c'est problème. Si vous courez trop lentement et qu'ils sont en avance sur vous, il y a problème. Faites attention. On ne gouverne pas un pays en comptant uniquement sur la force, en disant dans tous les cas j'ai la force, j'ai la force, j'ai la force. Mais non, la force un jour peut changer de côté ou se retourner contre vous. Je crois qu'il est indispensable que le chef de l'État voit les choses de façon plus objective et qu'il cherche à trouver des solutions concrètes aux problèmes qui se posent aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'on va faire ci, on va faire ça. C'est toujours ce qu'on nous a dit. On va faire ci, on va faire ça. Et si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose. Et je crois que dans cette discussion, dans ce dialogue, on peut trouver des solutions. Et en essayant de réorganiser un certain nombre de choses, le chef de l'État peut aussi trouver des solutions. Et une fois encore, je dis, le chef de l'État ne reçoit pas la vérité de ce qui se passe dans ce pays. Tout à l'heure, vous disiez que, au-delà du pouvoir de Faure Gnassingbé qui est responsable de la situation, l'opposition aussi en est responsable. Ouais. De quelle manière? C'est ce que je viens de dire. Mais des gens sont dans l'opposition. L'opposition est responsable. L'opposition est responsable. Ils ne sont pas au pouvoir. Ils ne gouvernent pas. Comme je dis, vous le savez très bien, en 2014, on avait voulu régler ce problème. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Une partie de l'opposition a dit non, il faut aller régler ça avec la Cour constitutionnelle. Alors que c'est les mêmes personnes qui disent que la Cour constitutionnelle est au bord du pouvoir et qui ne soumettront jamais de revendications après les élections à cette Cour constitutionnelle. Comment cette Cour constitutionnelle va régler le problème de mandat, de nombre de mandats ou de limitation de mandat du chef de l'État? On a voulu régler le problème, des gens n'ont pas voulu. Il y a une responsabilité. Au jour d'aujourd'hui, la manière dont les manifestations ont été conduites, l'opposition a une responsabilité. Lorsque vous arrivez à mobiliser, et pardon, c'est la première fois que le Togo mobilise, l'opposition togolaise a mobilisé de façon planétaire. Ce n'est pas seulement au Togo qu'on a mobilisé. À un moment donné, il faut traduire cela dans une réalité. Il faut transformer cela en résultat. Il faut transformer l'essai. On est resté comme si le fait d'être dans la rue seul suffisait. Oui, en ce moment, on fera quoi? On marchera sur la présidence, par exemple? Non, on ne marche pas sur la présidence. Il y a eu une proposition de dialogue, il y a eu de la médiation,
Je sais que le chef de l'État ghanéen a plusieurs fois appelé certains responsables de l'opposition togolaise pour que le dialogue puisse s'enclencher, et des gens l'ont envoyé quelquefois balader, mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi on fait ça? C'est un fait actuel? C'est un fait qui s'est passé dernièrement. Ce dialogue aurait pu être amorcé. Le Ghana avait à un moment donné même annoncé que le 5 décembre, le dialogue s'amorcerait. Oui, on a écouté ça. Mais oui, on a appelé ceux qui sont des responsables, qui doivent permettre que les choses s'enclenchent, qui ont envoyé le médiateur aller balader. Et après, on va dire quoi? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Des gens ont un intérêt à ce que ces manifestations de rue ne se traduisent pas dans une réalité pour ce peuple. Il faut être sérieux. Des gens ont un intérêt. Je le dis, je le confirme. Je le répéterai toujours. Des gens ont un intérêt. Je ne sais pas combien ils gagnent à vouloir juste rester dans la rue et ne pas traduire les choses dans la réalité, mais des gens ont un intérêt. Et des gens ont un intérêt, malheureusement, quand on est dans une situation de populisme, on est dans une situation où la masse suit, quand vous le dites, on ne vous comprend pas. Mais un jour, ceux qui ont marché, ceux qui ont suivi, ceux qui ont dirigé ces marches, beaucoup d'entre eux manifesteront de regret de n'avoir pas fait les choses comme il faut au moment où il le faut. Comme en 2012 lors du CST, au moment du CST. Exactement. Exactement. Il était arrivé un moment où il fallait aller à cette table de négociation. Et puis, à la table de négociation, mettre ce qu'on cherche sur la table. Et si les choses n'avancent pas normalement, continuer de faire appel au peuple. C'est comme ça que cela se passe. Lorsqu'on arrive à un moment donné, dans le cadre de manifestation, on va à la table de négociation, puisque nous n'avons pas d'autres armes. Nous n'avons pas d'autres moyens. On fait la politique de nos moyens. Le seul moyen que nous avons, c'est la négociation. Oui. On va à la table de négociation tout en gardant derrière, solidement d'une main, les gens qui sont dans la rue. Et en disant, si ça ne marche pas, on appelle. Et c'est ça qui fait la pression. Manifestation, blocage, discussion, blocage, manifestation. Discussion, blocage, manifestation. C'est comme ça qu'on fait une pression. Mais là, on se lève, on envoie les médiateurs, on les envoie balader, ils disent il faut qu'on commence les négociations, on dit non, et puis on dit on va être dans la rue, on va être dans la rue. On est dans la rue pour quel résultat, pour quelle raison? Parce que la rue doit entraîner, il doit déboucher sur quelque chose de concret. Oui, mais sur ce plan-là, lundi dernier, lors de la conférence de presse, on a quand même écouté des leaders favorables aux discussions, que tout clochera au niveau du pouvoir. Le ministre Jibe Bawa récemment lâchait même dans l'opinion que même l'idée du facilitateur n'est plus à l'ordre du jour. C'est parce qu'on leur a laissé l'opportunité ou l'occasion de revenir là. C'est parce qu'on leur a laissé l'occasion. C'est parce qu'on leur a laissé l'occasion au moment où le président ghanéen appelait les leaders de l'opposition togolaise pour que les discussions s'engagent, pour que le dialogue s'ouvre. Si on avait accepté, mais la pression serait sur qui? Sur le pouvoir. La pression serait sur le pouvoir. Lorsqu'on les envoie balader et que les facilitateurs, bon, à un moment donné, eux-mêmes ils en ont un peu marre ou bien se mettent en retrait, mais c'est le pouvoir qui reprend la main. C'est le pouvoir qui reprend la main et c'est le pouvoir qui essaye d'imposer maintenant sa façon de voir. Vous avez envoyé le facilitateur balader, il vous a appelé, vous l'avez envoyé balader. Mais maintenant, le pouvoir veut organiser les discussions comme il l'entend parce qu'il n'y a plus de facilitateur ou du moins parce que vous avez envoyé le facilitateur balader. Et pour quelle raison est-ce qu'on fait ça? Quel est l'intérêt de certains de nos leaders à tout faire? C'est-à-dire, je ne sais pas si ces gens travaillent uniquement, objectivement, pour l'intérêt du régime ou s'ils reçoivent quelque chose du régime pour travailler pour son intérêt. Et les informations que je reçois, la plupart du temps, sont extrêmement graves. C'est des informations extrêmement graves. Ce n'est pas normal. On ne peut pas s'amuser avec la vie de notre peuple comme ça. Si nous disons que le pouvoir ne fait pas bien, mais si l'opposition veut faire, au moins qu'ils comprennent. En même temps, ce genre de discours, est-ce que ce n'est pas démobilisateur? Ce n'est pas démobilisateur. Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur ce qui ne va pas et donner l'élément essentiel à ceux qui souhaitent dans cette coalition que les choses avancent. Ok? Il faut que ceux qui souhaitent divisée dans la coalition, je ne parle pas encore de division, ça c'est le mot que vous avez employé. Je ne parle pas de division, mais je dis qu'il y a des gens qui souhaitent que les choses avancent et d'autres qui bloquent.
OK? Et que ceux qui souhaitent que les choses avancent n'aient pas peur. Parce que, vous savez, le populisme est très populaire. Oui. Mais à un moment donné, il vous pend. Et c'est seulement quand vous avez la corde au cou que vous vous rendez compte qu'il est en train de vous pendre. Quelquefois, quand on est leader, il faut être capable de jeter, de remettre son tablier en jeu. Voilà ce que je veux à tel moment donné. Il faut que nous allions dans ce sens et prendre une position publique là-dessus. Plutôt que de laisser quelqu'un vous entraîner dans l'impasse sans que vous ne soyez en mesure de dire quoi que ce soit, parce que vous avez peur que quand vous allez parler, ces partisans et certaines personnes... On est dans l'impasse aujourd'hui au niveau de l'opposition? On est en train d'arriver dans une impasse au niveau du dialogue. Je ne parle pas de l'opposition, je parle du dialogue, de la nécessité de discussion et de dialogue. On est en train d'arriver dans une impasse si on n'est pas déjà dedans. Parce que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, où le pouvoir se sent à l'aise, comme Blaise, en disant, bon, nous allons faire le dialogue à notre manière, nous ne voulons plus de facilitateurs, c'est parce qu'on leur a permis d'en arriver là. C'est parce qu'on leur a permis d'en arriver là. Et je dis que le chef de l'État ghanéen, et j'ai des informations, certains là-dessus, a appelé des gens qui l'ont envoyé balader. Je ne dirai pas plus, mais il a appelé des gens pour que les négociations s'engagent, qui l'ont envoyé balader. C'est extrêmement grave. Est-ce qu'il n'y a pas une peur derrière tout ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les leaders se montrent incapables de faire aboutir une lutte entamée par le peuple depuis presque 6 mois, la peur, ce n'est pas que les populations elles-mêmes cherchent à faire aboutir leur lutte. Oui. Est-ce que ce ne serait pas grave? C'est l'une des peurs. C'est l'une des peurs parce que, vous savez, lorsque dans les années 90, l'idée de lutte armée est arrivée, c'est parce que les leaders ont été incapables de faire ce qu'ils veulent faire. Voilà. Et donc, les jeunes se sont dit, bon, tant qu'à faire, ils ne sont pas capables. Allons faire autre chose nous-mêmes. Si nous trouvons un peu de moyens, nous allons faire ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Et il y a toujours des dangers dans un pays à ce qu'on arrive là. Même si on dit aujourd'hui que la situation internationale est telle que peut-être certaines choses, il faut les éviter, il y a toujours des risques à ce qu'il y ait des dérapages parce que les jeunes ou les populations auront attendu et n'auront pas eu ce qui doit se faire, n'auront pas eu le résultat qu'il faut. Aujourd'hui, les gens sont dans la rue depuis 6 mois. Et on a parlé sur le plan international. Mais oui, sur le plan international, on a parlé de dialogue. Et puis, on a l'impression que, bon, ça ne vient pas. Mais aller à la table de négociation et puis poser le problème. Si l'opposition avait suivi la médiation ghanéenne, était à la table de négociation depuis le 5 décembre, et que le pouvoir ne réagit pas dans le bon sens durant ces négociations, mais les manifestations auront un sens. Et le sens que ces manifestations auront, c'est de servir de pression et c'est de pousser même la médiation à prendre le parti de l'opposition. Mais là, on ne fait rien. On est là, on roule les mécaniques. On se présente sur des sites de manifestation de temps en temps et puis on croit que c'est... Mais ce n'est pas ça. Les Togolais n'ont pas envie de manifestation pour de manifestation. Les Togolais manifestent pour avoir un résultat. Et il faut un résultat à un moment donné. Parce que le samedi prochain, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations. Oui, j'ai appris que le 13 janvier, la journée chère à mon cher ami, le défunt général que les gens appellent à des manifestations. Bon, c'est bien de manifester, comme j'ai dit, c'est bien de manifester, mais on ne manifeste pas pour le plaisir de manifester. Moi, je me rappelle encore, dans les années 90, on faisait les manifestations et on maintenait les gens en leur disant, écoutez, ne vous en faites pas. Restez vigilants, on vous appellera quand le moment viendra. Et à chaque fois que le pouvoir semble être bloqué, quand on a dit bon, ok, nous on se retire, mais on nous appelle tout de suite en disant non, revenez, il vaut mieux il faut savoir jouer stratégie. Il faut savoir jouer stratégie. Les gens disent oui, vous accusez ou bien vous critiquez. Non, lorsque certains ont la tête dans l'action, il faut qu'on leur dise quels sont les errements qu'il faut éviter, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter. Il faut leur dire ça. Et moi, mon rôle, c'est de dire quelles sont les erreurs. C'est de dire quelles sont, d'un côté comme de l'autre, c'est de jouer la sentinelle. Du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition, c'est de leur dire, mais non, ça n'ira pas dans le sens de notre peuple, ça ira dans le sens, ça c'est bon, on peut vous applaudir, ça c'est mauvais. C'est ça.
C'est ça, et d'éveiller l'attention. Sinon, j'ai sorti un certain nombre de choses depuis qu'ils ont commencé les manifestations, sur les positions du pouvoir, sur ce qu'un certain nombre de personnes autour du pouvoir veulent faire, sur là où on risque d'arriver et tout ça. Si j'étais en train de marcher avec eux dans la rue, je n'aurais pas le temps de faire ça. Je n'aurais pas le temps de faire ça. Il faut que quelqu'un soit là et qu'il analyse, qu'il vous donne des éléments. C'est très important. Alors, je poserai la question, le titre de votre livre en 2007, Togo, à quand l'alternance politique, Maître Yorvidegli? Oui, il faut qu'il y ait alternance politique au Togo. À quand, finalement? À quand, ça fait plusieurs années que ça dure. À quand, je ne sais pas. Parce que jusqu'à présent, ceux qui sont au pouvoir, ils ne pensent pas le quitter, donc ils ne pensent pas à l'alternance. Ceux qui ne sont pas au pouvoir souhaitent l'alternance et ils la souhaitent immédiatement. Mais pour le moment, on ne sait pas. Parce que jusqu'à présent, la limitation de mandat n'est pas encore dans notre... Au moins, il y a un acquis aujourd'hui. Le pouvoir de Faure Gnassingbé a fait un pas décisif en faisant voter un test. Quel de test? tour. Vous avez vu un test? Vous avez vu un test? Et vous avez vu le test? Vous avez vu ce qu'il comporte? Au moins cet aspect. Ça veut dire qu'il y a une concession. Ce n'est pas une concession. Ce test, je ne le considère pas comme une concession. Ah oui. La disposition de l'article 158 ou 159 dans ce test est pire que ce que nous avons aujourd'hui comme situation. Ah oui. C'est-à-dire, si on prend ce test-là et qu'on l'adopte demain, mais le président de la République peut être au pouvoir jusqu'en 2050 parce que cet article vient tout annuler. Les 2 mandats, cet article vient les annuler. Alors, ce test sert à quoi? Ce test ne me semble pas être une concession. Non, la concession, c'est que je crois que... C'est la subtilité dans le test? Ce n'est pas une subtilité, c'est une aberration. Ça ne s'appelle pas une subtilité. Je ne voudrais pas dire que c'est une bêtise humaine, c'est une aberration. Hein? On ne peut pas mettre quelque chose comme ça. Si le chef de l'État dit il est d'accord pour la limitation du mandat à 2, et on dit, bon, ok, on veut lui permettre encore d'aller aux élections, mais ce qu'on a mis là, c'est qu'on lui permet d'aller aux élections et de faire encore 10 mandats. S'il est toujours en vie, alors ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pire que ce qu'on a aujourd'hui. Sinon, c'est aussi dangereux, aussi mauvais que ce qu'on a aujourd'hui. Il faut modifier ça. Œuvre de tant d'années, tant de mois d'efforts en train de s'effacer, visiblement. Oui. La faute à une classe politique de l'opposition qui ne sait pas lire. À une classe politique de l'opposition qui peut-être n'a pas fait les bonnes analyses, mais à une classe politique de la gouvernance qui n'a pas la volonté politique de faire évoluer les choses. La faute est partagée. Je ne jetterai pas la pierre à une seule personne. Je ne jette d'ailleurs la pierre, je jette la parole aux deux. Hein? Du côté du pouvoir, on doit faire des choses. Et surtout, comme je dis, ce qui est nécessaire pour un peuple, on n'attend pas que des gens aillent dans la rue faire des revendications avant de le donner. Et une fois encore, j'en appelle au chef de l'État. C'est quelque chose que je dis tout le temps. Ce qui est nécessaire pour un peuple, ce qu'on doit donner au peuple qu'on gouverne, on n'attend pas que des gens aillent dans la rue pour le faire. Si aujourd'hui, le peuple togolais a demandé la limitation de mandat de façon claire et nette, un certain nombre d'améliorations sur le plan social et économique, le chef de l'État est le premier responsable de ce pays. C'est lui qui a la première clé de la gouvernance. Il doit faire les choses qu'il faut sans attendre que les gens aillent dans la rue. Je ne sais pas quelle est cette gouvernance dans laquelle on attend toujours que les gens aillent revendiquer leurs droits, le minimum vital dans la rue avant de leur donner. Et tant qu'ils ne revendiquent pas, on pense qu'on peut se remplir les poches et puis les oublier. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En même temps, quand on a des problèmes, on l'exprime. Quand on n'exprime pas, ça veut dire qu'on n'a pas de problème. Vous savez, quand vous gouvernez un pays, il y a un certain nombre de problèmes que vous savez qu'ils doivent nécessairement exister. Vous voulez que les gens aillent exprimer ça d'abord? Vous voulez que les soins de santé primaires, les gens aillent vous les demander d'abord? Alors vous gouvernez pour qui? Même dans votre propre maison. Même dans votre propre maison, vos enfants ont droit aux soins de santé primaires. Vos enfants ont droit à manger un certain nombre de fois par jour. Vos enfants ont droit à une certaine tranquillité. Si vous gouvernez un pays et que vous ne savez pas ça, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc vous ne gouvernez pas un pays. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours, est-ce que ceux qui nous gouvernent pour le peuple ou gouvernent pour eux-mêmes? Ce n'est pas parce que les gens qui sont
en train de gouverner ont mangé, ont le ventre plein et vont jeter le superflu dans une lagune que la population va applaudir. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'ils ont mangé. Mais avant qu'ils n'aient fini de manger, le peuple aussi a mangé qu'on va les applaudir. Le peuple n'a pas mangé, vous attendez qu'il vous applaudisse? Il ne vous applaudira pas. Celui qui donne à manger à un enfant peut se lécher les doigts, mais il ne peut pas manger la nourriture de l'enfant et donner les doigts à l'enfant à lécher. Ça n'existe pas. Et c'est malheureusement ce que nous avons dans ce pays. Et c'est dommage. C'est dommage. Et depuis que nous sommes en train de parler de ça, ça continue. Vous avez des gens qui s'amusent avec l'argent du pays, pendant que certains ont besoin du minimum vital, ils n'ont pas. Vous avez des gens qui réclament une augmentation de 2000 francs sur leur salaire et de l'indignation. Et à un moment donné, ça devient le ras-le-bol. C'est ce que nous avons aujourd'hui. On va revenir sur le sujet tout à l'heure. Après la pause, dans 3 minutes, on se retrouve pour la seconde partie de Taxi Presse. Deuxième partie de Taxi Presse avec notre invité, Maître Jean Yaovi Degli. Maître, avant qu'on ne passe à la pause, vous évoquez des cas de corruption dans le pays. C'est aussi un élément sur lequel la frustration se greffe aujourd'hui. Absolument. C'est un élément dangereux. C'est un élément sur lequel beaucoup de frustration se greffe. Quand vous avez des gens à qui on ne peut pas donner de satisfaction pour le minimum de revendications que ces gens font. C'est le cas des enseignants, les médecins aussi qui se préparent à entrer dans le mouvement de grève. Voilà. On ne peut pas leur donner le minimum de satisfaction. Pendant ce temps, vous apprenez par exemple chez le médecin, vous apprenez que des gens ont pris de l'argent pour aller acheter des scanners pour des hôpitaux et que l'argent sert pour l'utiliser. 10 milliards. Ou alors qu'ils ont apporté des scanners qui sont des scanners de 10e main et qui ne travaillent pas. Vous pensez que ces gens seront contents? Cela frustre. Et le pire, c'est que on sait que c'est comme ça que l'argent s'est volatilisé, mais on ne dit rien. Il n'y a pas eu de sanction, il n'y a rien eu. Vous apprenez que quelqu'un a été un directeur d'une société ou était un ministre quelque part, qu'il a détourné plein d'argent, et puis rien ne se dit, on lui dit rien, et puis demain, vous le voyez à un autre poste, ça dit, on parachute des gens, finalement. Mais oui, des gens d'un poste juteux ou d'un poste important à un autre, alors que la manière dont les gens ont géré le premier poste ne permet même pas de leur faire confiance pour leur donner un minimum. Alors finalement, non seulement ça frustre, les gens sont profondément frustrés, les gens sont mécontents et les gens se demandent si quelque part, ces gens qui ont détourné n'ont pas reçu l'onction de l'autorité supérieure pour détourner. Et du coup, on se dit, et c'est la rumeur qui va circuler, que oui, ils se partagent l'argent avec l'autorité supérieure pour qu'on ne leur dise rien et qu'on les nomme encore à d'autres postes, histoire de leur permettre d'aller encore détourner là-bas. Mais vous voyez, il y a un certain nombre de choses que les gens disent du pouvoir ou que les gens reprochent au pouvoir qui viennent de l'attitude du pouvoir lui-même. Et il faut corriger tout ça. Il faut corriger tout ça. La lutte contre la corruption. Ben oui, l'image que donne aujourd'hui notre gouvernance est une image négative. C'est négatif. L'impunité absolue sur le plan de la corruption économique. Vous avez une commission des marchés qui normalement doit faire les choses d'une certaine façon, des appels d'offres. Et puis vous avez la commission des marchés en place et des marchés se font de gré à gré pour les montants qui doivent normalement faire objet d'appels d'offres. Pensez que des gens vont être contents? Vous avez des gens qui amènent des marchandises dans ce pays sans payer les droits de douane normaux et qui, une fois la marchandise rentrée dans le pays, vont l'utiliser pour faire du dumping et détruire le commerce des concurrents. Vous pensez que les gens vont apprécier ça? Il y a la frustration qui est de plus en plus grave. Et c'est ça qui est devenu le ras-le-bol général dernièrement. Et c'est à cause de ça que je continue de dire le chef de l'État ne peut pas se contenter de solutions cosmétiques. Quand je disais par exemple tout à l'heure que les gens trompent le président de la République, vous vous rappelez quand le mouvement du 19 août a commencé, vous vous rappelez les premières solutions qui ont été prises rapidement? La brutalité. Oui. Et puis deuxièmement, on est parti faire cette histoire-là de loi qu'on a amenée à l'Assemblée. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est qu'on a appelé des artistes pour venir chanter pour les Togolais. Excusez-moi. Les Togolais sont des enfants à ce niveau.
Ils sont aussi naïfs que ça, que quand ils ont un problème fondamental, des frustrations, de graves frustrations, de ras-le-bol, on appelle les musiciens pour venir chanter pour eux et puis c'est fini. Et on a pris, des gens ont pris au pays plus de 600, combien de millions on a dit. On chantait la paix. C'était important quand même la paix, hein. C'est important. La paix est très importante. Elle est très importante quand elle est partagée. Lorsque vous l'avez tout seul, vous ne pouvez pas l'imposer. On n'impose pas la paix aux autres. La paix doit être un bien partagé. C'est-à-dire la paix que vous avez, Eric, doit être la paix dont moi aussi je jouis. Doit être la paix dont le chef de l'État jouit. Doit être la paix dont les ministres jouissent. Doit être la paix dont ceux qui marchent dans la rue aujourd'hui jouissent. Si nous tous nous jouissons à un même degré de cette paix, il n'y a pas de problème. Mais lorsque je n'ai pas la paix, vous pensez que celui qui n'a pas à manger, celui qui est dans la misère, il a la paix? Vous pensez que celui qui considère qu'il n'y a pas de limitation de mandat dans le pays, qu'il n'y a pas d'élection libre et transparente, que lorsqu'il va aux élections, lorsqu'il met ses bulletins dans les urnes, la traduction des résultats après ne montre pas ce qui est véritablement dans les urnes. Vous pensez qu'il a la paix comme vous, il n'a pas la paix. Vous êtes installé au pouvoir, vous avez tous les biens que le pouvoir peut vous apporter, vous accaparez toute la... Vous patrimonialisez les biens de la nation, vous en jouissez, vous mangez à votre faim, vos enfants mangent à leur faim, ils ont l'éducation qu'il faut, ils sont dans les grands pays. Pendant ce temps-là, les gens n'ont pas l'éducation, les gens n'ont pas les soins de santé primaires, les gens ne peuvent pas manger, et vous pensez que vous partagez la paix? Qu'est-ce que vous appelez la paix dans ces conditions? Alors, quand je vois des gens qui vont dans la rue et qui vont encore... Samedi prochain, ils prévoient manifester pour la paix. Ils vont aller encore dans la rue pour dire « touche pas à ma paix ». Quelle paix? La paix dont eux, ils jouissent. Il faut que cette paix soit partagée. Il faut que tout le monde jouisse de la même paix. Et ce jour-là, le jour où tous les Togolais jouiront de la même paix, nous n'aurons plus besoin de parler de « touche pas à ma paix » parce que la paix est un bien commun pour nous tous. Mais lorsque c'est seulement les gens qui sont adossés au pouvoir qui ont la paix, parce qu'ils ont l'argent, ils ont la santé, ils ont tout, ils ont la sécurité, et que moi je n'en ai pas, vous pensez que nous partageons la paix? Alors, quand ils me disent « touche pas à ma paix », je dis « mais oui, c'est bien beau. Vous avez la paix, moi je n'en ai pas. Je cherche à avoir aussi une partie de la paix dont vous jouissez. » Il faut que la paix devienne un bien partagé, parce qu'elle est fondamentale, la paix dans un pays. Mais on ne peut pas en jouir de façon exclusive, non. Maître Degli, si on est aujourd'hui à ce niveau en parlant de la situation politique au Togo, c'est qu'il y a eu un 19 août. Et ce jour-là, il y a un parti politique qui a appelé les Togolais à se mobiliser. C'est le PNP de Tikpi Achadam. Et depuis, beaucoup de choses se disent quand même sur ce parti. Les responsables du pays, même le président de la République, a quand même peint en noir ce parti. On l'a même qualifié de parti djihadiste, intégriste, un parti régionaliste, ethniciste. Il y a beaucoup d'adjectifs qui ont été utilisés. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce parti et de son président Tikpi Achadam. Au jour d'aujourd'hui, et compte tenu des informations que j'ai réussi à pu réunir, aussi bien au Togo que sur le plan international, je ne peux pas qualifier le parti de M. Tikpi Achadam ni de parti ethniciste ou tribaliste, ni de parti régionaliste, ni de parti, encore moins de parti djihadiste. Ok? Une des choses fondamentales que je connais dans ce pays, et qui est malheureusement récurrent au niveau du régime politique que nous avons, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un inquiète le régime, on lui trouve tous les attributs les plus négatifs possibles. Et j'ai l'impression que nous sommes dans cette dynamique aujourd'hui. Mais en même temps, si les gouvernants le disent, ils sont les mieux renseignés. Ça veut dire qu'il doit y avoir un certain nombre d'éléments quand même. Oui. Si les gouvernants le disent, c'est aussi parce qu'ils sont ceux qui sont capables de porter les accusations sans que personne ne les discute avec eux. Ah oui. Voilà. Et c'est ce que moi j'ai connu dans ce pays depuis des années. Vous savez, sous Yadema, à chaque fois que quelqu'un voulait des changements, surtout dans les années de dictature de plomb, il était la solde du terrorisme international. Oui. Ok? C'est le terrorisme international. Quand on veut renverser Yadema, on dit que c'est le terrorisme international. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous n'avons pas changé. Les habitudes de la maison sont demeurées. Donc, toute personne ou toute action qui inquiète le pouvoir sera étiquetée d'une certaine manière. C'est à cause de ça que pour clarifier la situation et faire la part des choses, dès que les mouvements ont commencé et que certaines accusations ont été portées, nous avons dit, faisons appel à une enquête internationale. Oui.
cela nous permettra d'être départagés et de voir ce qui est la réalité. On n'a jamais voulu. Alors, quand le pouvoir se permet d'accuser de cette façon, je trouve que cela n'a pas, pour moi, une portée objective. Ok? Et puis, j'ai lu dans Jeune Afrique, même que le chef de l'État a parlé d'islam dans certaines de nos régions. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'islam dans une région qu'il y a du djihadisme. Excusez-moi. Il y a l'islam, il y a plusieurs pays qui ont l'islam sans qu'il n'y ait de djihadisme ou de terroristes islamistes. Ok? L'islam... Il parlait d'une région fortement islamisée. Oui, une région fortement islamisée. L'islam qu'il y a chez nous, d'abord, il faut savoir de quel islam il s'agit. L'islam qu'il y a chez nous est un islam qui tolère. Parce que les Africains, à l'origine, ne sont pas musulmans. Ils sont des animistes. Nous sommes des animistes à l'origine. C'est ce qui nous permet d'ailleurs, la plupart du temps, d'être assez tolérants vis-à-vis des autres religions. À l'origine, nous n'avons pas d'intolérance religieuse. Les religions qui nous sont apportées après ont joué de l'intolérance. Le christianisme a joué de l'intolérance à un moment donné avec l'Inquisition. Oui. L'islam joue de l'intolérance avec le djihadisme que nous connaissons. Mais à l'origine, l'Africain n'est pas fondamental. C'est à cause de ça que ce qui s'est passé au Nigeria, on a compris que c'est une importation en réalité. Boko Haram est une importation. Ce n'est pas la nature même du Nigérian d'être intolérant sur le plan religieux. Donc ce n'est pas parce qu'il y a l'islam dans une région que cela amène ipso facto à de l'intégrisme religieux. Non, 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 je crois que c'est une erreur. Et ça, ces propos du chef de l'État, je ne les ai pas du tout appréciés parce que je considère que dans ces régions, les gens n'apprécieront pas non plus. Hein. Nous ne pouvons pas qualifier une partie de notre pays de cette façon aussi négative. Bon, surtout, tout simplement parce qu'il y a une religion là. Donc, pour moi, aujourd'hui, à vous dire la vérité, le PNP et son chef n'ont rien d'intégriste, n'ont rien de régionaliste. Vous savez, en Afrique, lorsque vous créez un parti, les premières personnes à vous soutenir sont les gens de votre région, de votre ethnie. Oui. Malheureusement, c'est comme ça en Afrique. Le chef de l'État ne me démentira pas que les premières personnes qui ont soutenu UNIR, c'est des Kabyais. Mais c'est ça aussi l'Afrique. Alors que des gens, que des Kotokoli soutiennent un Kotokoli ou que les Thèmes soutiennent un Thème qui a créé un parti, je ne vois pas où se trouve le scandale. Ce n'est pas un scandale. C'est comme ça. Et nous savons chez nous que les Thèmes, et notamment les Kotokoli, sont très solidaires. Donc, que ce soit eux les premiers à se mobiliser auprès de Tikpi Achadam, cela se comprend. Je crois que sociologiquement, on peut le comprendre. Donc, de là à dire que le parti est un parti ethnique, est un parti régionaliste, tribaliste et tout ça, est un parti identitaire, je crois que on essaye d'accuser le chien pour pouvoir le noyer. D'accord. Alors, c'est vrai que le 19 août, l'une des revendications portées par ce parti, d'abord et puis après par ce qui constitue la coalition de 14 partis politiques, c'est le retour à la Constitution de 1992. Je reviens sur le sujet parce que vous étiez quand même au cœur, n'est-ce pas, de l'élaboration de cette constitution. Vous étiez au gouvernement, la transition à l'époque. Et puis après, on a quand même vu qu'il y a eu un procès qui a été fait à cette constitution. Certains de nos intellectuels à l'université ont quand même organisé un colloque, les 25 ans de la constitution de 92. Aujourd'hui, Maître Degli, cette constitution est-elle parfaite pour que des gens cherchent à ce qu'on y retourne? Aucune constitution n'est parfaite. La constitution américaine, par exemple, qui date depuis les années 1800, continue de faire l'objet d'amendements de temps en temps. Quelquefois, et eux, ils ont un système qui permet que ce soit les décisions de, la cour, de leur Cour suprême, qui fassent changer les choses. Ces décisions, il y en a qui renouvellent, en fait, l'esprit de la Constitution tout le temps. Et les constitutions dans les pays subissent des amendements parce qu'aucune constitution n'est parfaite. La constitution française date de 1958, mais en 2008, il y a eu un amendement. Ça veut dire qu'aucune constitution n'est parfaite. Et la nôtre, de 92, ne peut pas l'être non plus. Donc on ne peut pas demander à ce qu'on ramène cette constitution intégralement. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas parfaite qu'on ne peut pas demander qu'on la ramène. Ah oui. Elle n'est pas parfaite, aucune autre n'est parfaite, mais elle est meilleure que la situation que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens ont demandé de la ramener. Et surtout, laissez-moi vous dire, si les gens ont dit à un moment donné de ramener la constitution de 92, ce n'est pas la faute du pouvoir. C'est la faute du pouvoir. Lorsque il a été question en 2006
de faire des réformes constitutionnelles, l'APG a dit clairement les choses qu'il faut faire. On a refusé d'appliquer l'APG pendant des années. Et puis à un moment donné, on nous a dit même que l'APG est caduque. Oui. Encore que dernièrement, on l'a ressuscité. Lorsqu'on voulait faire la loi qu'on a déposée devant l'Assemblée nationale, on l'a ressuscité. On a compris que l'APG n'est pas caduque. On a dit que l'APG est caduque. Et puis on a mis une commission en place. On a dit à cette commission, bon, allez... interroger les Togolais. Voilà. Ça veut dire que les Togolais, on considère que les Togolais ne savent pas quelle réforme ils cherchent. Puisqu'on ne sait pas quelle réforme les Togolais veulent. Mais les Togolais ont au moins quelque chose qu'ils connaissent bien, c'est la Constitution 92. Ils ont renvoyé à la figure du chef de l'État et de la Commission. Mais voilà la réforme que nous voulons. C'est comme ça que cette affaire est venue. Je dis, c'est la faute du pouvoir. C'est à force de tirer sur la corde qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Comme on dit, à force de chercher ce qu'on ne peut pas trouver, on finit par trouver ce qu'on ne cherche pas. Mais c'est comme ça que la Constitution de 92, l'histoire de la Constitution de 92 est venue. Ça dit qu'on aurait pu régler ce problème un peu plus tôt. On aurait pu régler ça. On ne serait pas à ce stade-là. Le chef de l'État aurait eu même, je crois qu'il serait historiquement devenu une sorte de modèle parce qu'il a réussi à faire quelque chose pour ce pays qui est la réforme là. Ça n'a pas été fait. On a traîné. Et puis pour prendre encore plus de temps, parce que on veut jouer sur le temps, on veut gagner du temps, on a envoyé pour se promener, une commission se promener dans le pays pour demander quelle réforme vous voulez. Les gens ont dit la réforme qu'ils veulent. La réforme que nous voulons, c'est la Constitution de 92. Tout se trouve dans cette Constitution de 92. C'est vrai, c'est la Constitution la plus démocratique que le Togo ait connue jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que c'est venu. Et Yadema la voulait véritablement lorsqu'on avait... on a mené ça au référendum. Yadema la voulait véritablement. Vous avez lu son discours. Yadema la voulait. Ce qu'il ne voulait pas dans cette constitution, il avait dit. Alors quand j'entends des gens, certains qui n'ont jamais participé, dernièrement j'ai entendu un des leaders politiques dire que lui il a participé à la rédaction de cette constitution et que c'est une constitution contre Yadema. D'abord ce monsieur dont je tais le nom n'a jamais participé à la rédaction de quelle constitution que ce soit. Excusez-moi, j'ai encore la liste de ceux qui ont participé à la rédaction de cette constitution, la commission qui a été dirigée par l'ancien président de la Cour suprême, M. Apalo. Il n'a jamais fait partie de ça. Il n'était même pas dans la commission constitutionnelle dont j'ai la liste au niveau de la conférence nationale. Alors que les gens cessent de raconter des histoires. C'est après, quand on a fait la constitution, on s'est rendu compte que le général Yadema, il voulait un pouvoir qui soit exactement comme celui que lui, il a connu avant les manifestations de 90. Donc, il n'a jamais appliqué la Constitution. Il n'a jamais appliqué cette Constitution. Il n'a jamais appliqué cette Constitution jusqu'à ce qu'elle soit modifiée pour lui permettre de retrouver quelques relents de la dictature qu'il avait avant, notamment la limitation de mandat et tout. Il n'a jamais appliqué. Et puis, quand les gens disent que la Constitution de 92 avait été faite contre Yadema, je pose une question. Ces gens, la plupart d'entre eux, d'ailleurs, étaient en petite culotte à l'époque. Ils ne savent pas ce qui s'est passé à la Constitution, à la conférence nationale. Personne ne croyait que Yadema pouvait encore revenir au pouvoir au Togo. C'est par la faute de la transition que Yadema est revenu comme président en 93 au Togo. Personne ne pensait que Yadema pouvait encore revenir. Tout a été fait contre lui. Non. En fait, pour qu'il s'en aille. Ça dit que tout le monde savait que c'était fini. Quand on ferait des élections, on savait que c'était fini et Yadema ne pouvait pas revenir. Et Yadema ne pesait pas 10% de la population togolaise en matière électorale. Et, pardon, ce n'est pas moi qui avais fait le sondage à l'époque, c'est les Français qui l'ont fait. Il ne pesait pas 10%. Comment il peut revenir au pouvoir? Donc, pourquoi faire une constitution contre quelqu'un dont on était sûr qu'il ne reviendrait jamais au pouvoir? Je ne comprends pas. C'est vraiment idiot que de penser que nous qui étions là et qui savons que ce type ne peut pas revenir au pouvoir, nous faisions une constitution contre lui. On va utiliser la constitution contre lui dans sa maison. C'est quoi cette histoire-là? Alors quand les gens racontent ces histoires, j'ai entendu même à l'université, lors du colloque, certains jeunes qui peut-être étaient à l'école primaire quand on faisait la conférence nationale, venir dire que oui, cette constitution, c'était un règlement de compte. Mais c'est grave. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Je saute de mon siège quand j'entends des choses comme ça. À la conférence nationale, tout le monde savait que Yadema ne pouvait, même ses partisans, même le RPT savait qu'il ne pouvait plus revenir au pouvoir, sauf s'il utilisait la force pour renverser les choses. Et malheureusement, la transition lui a permis non seulement de mettre en place sa stratégie, mais également d'utiliser la force. Et il est revenu. Alors comment a-t-on pu faire une constitution contre quelqu'un dont on était persuadé qu'il ne pouvait pas revenir au pouvoir?
que Yadema revienne au pouvoir après la transition, ça dit que c'est la chose la plus inimaginable qui s'est passée. C'est la chose la plus inimaginable qui s'est passée. Dans aucun pays où on a connu une conférence nationale comme la nôtre, le chef de l'État n'est revenu au pouvoir après. Il est revenu au pouvoir peut-être après 5 ans. Oui, comme au Bénin. Comme au Bénin. Et c'est le seul. Et Adema n'avait pas la dimension de Kérékou. Les Togolais n'allaient pas lui permettre. Les Togolais sont très rancuniers, excusez-moi. Ah oui? C'est bon peuple. Les Togolais sont très rancuniers. Moi, j'ai fait l'expérience sur un certain nombre de choses et je sais que les Togolais ont la mémoire très longue. C'est des gens qui supportent beaucoup, qui subissent sans rien dire, mais qui gardent profondément des choses à l'intérieur d'eux. Ils n'auraient jamais permis à Yadema. Et c'est à cause de ça que le régime Yadema n'a jamais gagné d'élection au Togo. C'est à cause de ça. Ok? Donc, qu'on nous dise que non, que la constitution a été faite contre Yadema, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que cette constitution, elle a aussi lacune. Parce que des faiblesses. Au moment où nous l'avons rédigée, on était encore dans le ressenti de la dictature. Hein? Tout ce que, c'est-à-dire les blessures de la dictature étaient encore profondes. Donc, l'équilibre du pouvoir entre le Premier ministre et le Président de la République a été essentiellement en faveur du Premier ministre. C'est vrai. Un certain nombre de choses peuvent être améliorées. Mais je crois qu'en 10 articles, on peut faire revenir au Togo aujourd'hui la Constitution de 92 sans la ramener en intégralité. En modifiant 10 articles de la Constitution que nous avons actuellement, on peut remettre en place tout le concept, toute l'idée de 1992. Donc, on ne va pas ramener la Constitution entièrement. Voilà, testo, mais l'idée, les fondamentaux de la Constitution de 92, on peut les remettre en place facilement. Alors, aujourd'hui, le grand débat autour de notre Constitution, c'est la limitation du mandat. Oui. Et que, en aucun cas, cette phrase qui a fait quand même le tour du monde, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et sur ce plan, le pouvoir de Faure Gnassingbé ne semble pas être d'accord là-dessus. Et les émissaires du gouvernement, chaque fois, ont eu le canon de le dire, haut et fort. Que, en aucun cas. Oui, mais ce bout de phrase, il faut l'enlever. Pourquoi? Pour quelle raison? En aucun cas, nul ne peut faire 2 mandats. Nous l'avons inscrit dans la Constitution pour 2 raisons, dans les années là. Ok? En 90, en 91, 92. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il ne faut pas permettre que quelqu'un fasse un mandat, oui, qu'il s'en aille, qu'il revienne faire un mandat, ça fait 2, oui, qu'il s'en aille et qu'il revienne encore faire un mandat, ça fait 3 mandats. Il ne peut pas faire. C'est-à-dire, quelle que soit la façon dont il fait les mandats, il ne peut pas faire plus de 2 mandats. Ou alors la personne fait 2 mandats et puis il s'en va et il dit les mandats ne sont limités que s'ils sont consécutifs. Comme ils ne sont pas consécutifs, je reviens, je veux encore faire. Il ne peut pas. C'est les 2 voies que nous avons bouchées. Quel est le problème aujourd'hui? Faure Gnassingbé veut faire le nombre de mandats qu'il est en train d'aligner, partir et puis revenir encore faire des mandats. Faure Gnassingbé veut avoir, ou bien UNIR veut avoir quelqu'un au pouvoir qui vienne faire un mandat, qui parte, qui revienne encore demander un, qui parte, qui revienne encore en faire un, ça lui fera 3 mandats. Et puis la question de la rétroactivité n'est pas encore réglée aussi. Oui, je ne vois pas pourquoi on est focalisé sur ce problème-là. La raison, je suis quand même un des exégètes de cette Constitution. Oui. Je dis la raison pour laquelle on a mis ça, on a mis ce bout de phrase, c'est cela. Qu'on me dise aujourd'hui si on a envie de faire le contraire de ce que nous avons pensé en mettant ce bout de phrase et je comprendrai. Je ne vois pas pourquoi on est... À moins que le pouvoir nous dise, comme on avait dit au début qu'on ne veut pas, maintenant, même si on a compris, on continue de dire on ne veut pas. Tout comme l'histoire du référendum. Puisqu'on a parlé de référendum, c'est nous qui sommes au pouvoir. C'est nous qui gouvernons. Nous allons imposer le référendum. On ne gouverne pas un pays de cette façon. Il faut savoir entendre raison. La limitation du mandat, elle doit devenir une réalité. La question de rétroactivité, oui, on peut en parler. Oui. Est-ce que vous serez prêt encore à enfiler cette posture, hein, comme en 2014, lorsque vous conseillez vos amis de l'opposition, par exemple, d'accepter que Faure Gnassingbé soit candidat et qu'on règle le test, et puis on n'en parle plus. Et aujourd'hui, on ne serait plus à ce stade-là. C'est ce que j'ai déjà dit. Hein. J'ai dit que je ne vois pas... en dehors du fait d'avoir des moyens, des forces,
à leur disposition, notamment la force armée, pour imposer les choses. Je ne vois pas comment l'opposition pourra imposer le départ immédiat de Faure Gnassingbé ou alors l'impossibilité pour lui d'aller à des élections prochainement si on fait les réformes aujourd'hui. Et pour le moment, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Chacun est obligé de faire des concessions. C'est douloureux de considérer que ceux qui ont empêché les réformes de se faire depuis 2006 puissent encore avoir le bénéfice de quelque chose. Mais il faut faire la politique de C'est ses le prix à moyens. payer. Il faut faire la politique de ses moyens. Et lorsque vous n'avez pas la possibilité de faire autre chose, je crois qu'il faut se contenter de ce que vous pouvez faire. La politique, c'est aussi du réalisme. C'est le jeu du réalisme. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire autre chose? S'il y a la possibilité de faire autre chose, on y va. On le fait. Ça s'est passé au Burkina Faso. Hein. Ah oui, la révolution. Mais oui, si vous avez la possibilité de faire la révolution, faites-la. Mais malheureusement, Faure a dit que ce n'est plus possible au Togo. Ce que je dis, malheureusement aujourd'hui, l'opposition n'a pas la possibilité de réaliser cette révolution qui va permettre que, l'armée, les forces de l'ordre soient de son côté et qu'on dise, peut-être que des gens lorgnent cela et qu'ils ont des moyens pour le faire, mais je ne vois pas aujourd'hui. Donc, autrement, on ne peut voir le bout du tunnel que par des négociations et par des concessions. C'est comme ça qu'on peut voir le bout du tunnel. À défaut de le faire, on n'ira nulle part. Mais Degli, est-ce que vous voyez aussi l'armée togolaise dans cette crise actuelle? A-t-elle pris aussi part ou prend-elle part à la crise? En tout cas, vous savez, une armée est toujours d'abord et avant tout au service du peuple, comme on le dit, au service du peuple, mais est instrumentalisée par ceux qui sont au pouvoir. Et au Togo, c'est d'autant plus fort que pendant longtemps, notre armée a été plutôt une armée faite pour le pouvoir, pour supporter le pouvoir, pour protéger le pouvoir. Ok? Bon, aujourd'hui... Donc contre le peuple? Malheureusement, c'est ce qui était dans le passé. Aujourd'hui, la mentalité militaire chez nous, la mentalité de l'armée chez nous est en train de changer. Il y a eu beaucoup d'évolutions, il faut le reconnaître. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans l'armée qu'on ne peut pas instrumentaliser comme on le faisait dans les années 90, où l'armée considère que elle doit soutenir, défendre le régime, un point très, même dans une démocratie. C'est même si le RPT venait à ne pas être au pouvoir, c'est l'armée du RPT. Aujourd'hui, cette conception n'est plus véritablement à l'ordre du jour. Donc je crois qu'il y a eu des évolutions. Mais l'armée n'est pas encore devenue totalement républicaine. Il faut dire aussi ça, il faut dire la vérité. Oui. En 2005, ce qui s'est passé, on a vu, elle n'est pas encore totalement devenue républicaine, capable de se mettre en marge, de défendre que l'intérêt du pays et uniquement l'intérêt du pays. On est en train de faire un travail. Il y a une évolution, mais cette évolution viendra plus facilement s'il y avait alternance. Ah. Et tant qu'il n'y a pas alternance et qu'on est resté dans les anciens schémas, cette mentalité d'armée républicaine aura toujours des difficultés à se mettre en place. Parce que quelque part, les habitudes de la maison sont là. Donc parler aujourd'hui d'une armée républicaine, c'est du leurre. Non, pour le moment, c'est de l'approximation. Okay? Nous ne sommes pas encore totalement dans une armée républicaine. En tout cas, un certain nombre de personnes qui tiennent les rênes de cette armée ne permettent pas totalement à l'armée togolaise d'être républicaine. Mais Degli, est-ce que vous avez un pincement au cœur par rapport à la lutte politique au Togo? Oui, j'ai un pincement au cœur. Je trouve regrettable qu'après 27 ans, que nous avons, cette année ça fera 28 ans, que nous avons lancé, après 28 ans que nous avons lancé cette lutte pour la démocratie et l'état de droit, qu'on soit toujours pratiquement sur place. Qu'on fasse du sur place. J'ai un pincement au cœur. Est-ce que c'est le régime qui est fort ou c'est l'opposition qui est faible? Si vous parlez de régime qui est fort, c'est fort qui dirige, c'est FAURE, mais c'est fort. Oui. Hein? Alors, le régime est fort ou bien FORT? Oui. Non. Oui. Je crois que le pouvoir togolais, le régime est assez astucieux. Ok, il est assez astucieux et puis... au point de prendre au dépourvu toute une classe politique pendant 27-28 ans? Ça dépend de ce que vaut cette classe politique et de ce qu'elle a comme stratégie aussi. Lorsque vous avez une classe politique dont les éléments sont capables de vendre leur âme facilement ou bien de retourner leur veste facilement, eh bien, le pouvoir s'en sert. Et plus le pouvoir est en place, et moins l'opposition est forte parce que les gens ont l'impression que le pouvoir gagnera toujours.
Et on finit toujours par le laisser gagner. Il y a ça aussi. Parce que, vous savez, il y a des événements qui deviennent, qui rentrent dans l'inconscient collectif et qui donnent l'impression que les choses doivent être comme ça. Même si, apparemment, on ne veut pas qu'elles soient comme ça, on finit par les intégrer et par se laisser faire. Et j'ai l'impression que au niveau de notre opposition, on a toujours un problème avec surtout certains pans de cette opposition. Parce que je sais que dans l'opposition, dans la classe dirigeante des manifestations, la coalition des 14, il y a beaucoup qui auraient voulu que les choses aillent d'une certaine manière. Et cela aurait pu aller et se traduire dans des résultats positifs pour le peuple. Mais il y a des gens qui jouent les goulets d'étranglement et qui malheureusement sont assez forts pour bloquer tout parce que leurs intérêts personnels doivent prévaloir sur l'intérêt de cette lutte-là. Et malheureusement, ceux qui doivent être les porteurs de l'aspect positif de cette lutte n'arrivent pas à les contrer parce qu'ils ont peur d'être lynchés médiatiquement. Ils ont peur de perdre la popularité. Or, il y a des moments, il faut savoir jeter son tablier et le reprendre. C'est ça aussi le leadership. Vous jetez le tablier, vous prenez le risque, et lorsque l'on se rend compte qu'en fait, c'est vous qui avez raison, eh bien, non seulement vous reprenez le tablier, mais vous le reprenez en double portion. Malheureusement, beaucoup ne sont pas. Vous avez un message pour ce peuple, ceux qui vous écoutent ce matin? Non, la chose que je continuerai de dire, c'est d'abord et avant tout que les gens montrent qu'ils sont en train de faire quelque chose pour ce peuple. Et donc que l'intérêt général prévale. Et que le chef de l'État togolais comprenne avec ses collaborateurs, surtout le chef de l'État togolais comprenne en cette année que ce qui doit être fait pour un peuple, on ne peut pas attendre que les gens aillent le revendiquer dans la rue d'abord, avant de le donner. On n'attend pas que ce qui est le droit d'un peuple, ce qui est votre obligation vis-à-vis d'un peuple, vous ne l'accomplissez pas seulement au moment où les gens vous le demandent. Vous devez le faire vous-même et d'office. Et deuxième chose, faire comprendre à l'opposition que si toute cette mobilisation ne se traduit pas demain dans une réalisation concrète pour ce peuple, ils auront une lourde responsabilité. Et les gens auront le droit de leur en vouloir. Il faut qu'ils fassent tout pour que cette situation-là de mobilisation générale et planétaire se traduise dans une réalité qui est une réalité meilleure pour le Togo demain. Voilà. Merci beaucoup à Maître Jean Yaovi Degli. Je rappelle que vous êtes avocat et président de l'association Bâti le Togo. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, auditeurs, qui nous avez suivis. Passez une excellente journée. Appelez-moi Eric Gator. Sébastien Pelli assure la coordination technique. À très bientôt. Au revoir.